Aujourd'hui, c'est l'univers, c'est-à-dire le milieu spatio-temporel dans lequel se déroule l'intrigue. En gros, où ça se passe et quand ça se passe. Et aussi les règles qui définissent le dit milieu, c'est-à-dire comment que ça fonctionne. Ces éléments, c'est le socle de l'ambiance. Si vous voulez une ambiance particulière, il va falloir configurer ces où, quand et comment en conséquence. Et comme qui dit ambiance dit immersion, autant être vigilant. Bon, j'aime autant vous prévenir, c'est assez velu, mais il y a trop de notions que je ne peux pas ignorer et qui sont interdépendantes. Mais le bon côté des choses, c'est que vous devriez apprendre un truc ou deux, promis. Si on doit vous parler de l'univers, on doit vous parler de la diégèse. Et non, ce n'est pas un plat végétarien. La diégèse, c'est une notion qui a initialement été proposée pour le cinéma, mais qui s'adapte très bien à tous les arts représentatifs, y compris le roman. Elle nous a initialement été proposée par Étienne Souriau, qui nous dit, je cite, tout ce qui est censé se passer selon la fiction que présente le film, tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Traduction, la diégèse, c'est tout l'univers interne d'une œuvre, ses lieux, ses personnages, son intrigue, de manière étendue, ce qui inclut également l'histoire que vous allez y raconter. Et tant qu'on y est, autant parler des différents niveaux de diégèse, à savoir le niveau extra-diégétique, qui se situe donc en dehors de la diégèse, comme par exemple la musique au cinéma. Le niveau intra-diégétique, qui est donc tout ce qui va se passer dans notre diégèse, et le niveau hypodiégétique, qui lui va imposer une sous-diégèse dans la diégèse. Typiquement, votre personnage se met à raconter une histoire, cette histoire est hypodiégétique, elle crée sa propre diégèse. Si on reprend la définition d'Étienne Souriau, il nous dit si on la suppose est vraie, ce qui appelle une nouvelle notion, la suspension consentie de l'incrédulité. À savoir que si on vous raconte une histoire totalement inventée, mais que vous savez que cette histoire est inventée, vous allez supposer que tout ce qu'on vous raconte est vrai, dans le cadre de la diégèse. Typiquement, si vous preniez le Seigneur des Anneaux, les nains, les elfes, la magie et les anneaux de pouvoir n'existent pas en vrai, mais ils existent dans le Seigneur des Anneaux. C'est super, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Oui, je ne porte pas de slip sous ma robe de chambre. Si j'ai laissé vous tenir la jambe avec tous ces trucs depuis 2 minutes, c'est parce qu'en fait ce sont des notions qui sont très importantes. Vous n'allez pas vous en servir tous les jours, mais ça va vous aider à conceptualiser la structure de votre histoire. Et donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la partie univers de la création. Alors je le répète, c'est important parce que pour favoriser l'immersion du lecteur, vous devrez ancrer votre personnage et votre intrigue dans un contexte tangible. Plus le concept est développé, en plus ça vous facilite l'écriture. La conception de l'univers, comme c'est un choix d'ambiance, c'est avant tout un choix esthétique. L'époque, le lieu, le milieu dans lequel vous situez votre histoire vont influer sur le choix de vos sujets d'écriture et la manière dont vous allez les traiter. L'idée derrière la conception d'un univers, c'est d'élargir le cadre au-delà de l'intrigue, pour donner la sensation qu'elle s'insère dans un contexte bien plus grand. Évidemment, le piège c'est de tomber dans l'excès. Quand la conception de l'univers empiète sur l'écriture du livre, vous avez un problème. Il y a une différence entre ce que l'auteur sait et ce que le lecteur doit savoir. Vous avez déjà bien galéré pour bien vous faire comprendre, alors contentez-vous de partager l'essentiel. Interrompre l'écriture pour développer un détail ou un élément de décor est une chose. Rester coincé sur un chapitre entier parce que vous n'avez pas précisé la provenance du thé que boit le personnage assis à la petite table du fond, là-bas. Non. Certains détails peuvent donner du piquant à une intrigue, mais une avalanche de noms compliqués avec des notions tordues et assommantes, c'est aussi efficace qu'un coup de matraque. Donc, on commence par le cadre, et plus particulièrement les lieux et les époques. Où est-ce que ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Rien qu'en répondant à ces 2 questions, vous donnez déjà énormément d'informations. Ou peut être très vague, ou très précis. Vous pouvez vous baser dans le vrai monde, en donnant des lieux et adresses exactes, comme vous pouvez vous placer dans un endroit inconnu, sans forcément d'attache. En vrai, même si vous restez vague dans votre utilisation du lieu, n'ayez pas peur, vous, d'élaborer un petit peu, histoire d'en savoir toujours un peu plus que vos lecteurs. Anticiper un peu vous évitera toutes les incohérences qui se pointent quand on invente à la volée en fait. Même histoire avec le camp. En déterminant l'époque, vous définissez une grande partie de ce qui existe ou n'existe pas, voire plus. Si vous situez l'action dans notre univers, ça vous épargnera toutes les erreurs de type anachronisme. Et si vous préférez tout inventer,
donc un univers fictif, ça vous guidera pour la suite. Concrètement, vous voulez savoir ce qui s'est passé avant l'histoire, ce qu'il se passe actuellement, toujours dans un contexte un peu élargi par rapport à l'intrigue, et ce qui se passera après l'histoire, c'est-à-dire les conséquences de l'histoire. Toujours en relativisant, si vous écrivez à l'époque contemporaine en vous inspirant de l'actualité, ça va être un peu difficile de prévoir le futur du monde. Et pour un roman plus intimiste, les conséquences seront forcément moins attendues qu'un roman à des proportions épiques. C'est du sur-mesure. Et après, c'est à vous de trouver ce dont vous avez besoin. Tout en répondant à vos questions où et quand, vous allez pouvoir vous poser des questions comment et pourquoi. Et c'est en y répondant que vous allez mettre en place la majeure partie de vos lois. Par loi, j'entends l'ensemble des règles qui gouvernent votre récit. Ça concerne à la fois les lois intradiégétiques, comme les lois physiques, genre attraction, la thermodynamique, c'est pas la peine de creuser, c'est juste pour citer des exemples, ou bien des lois plus abstraites, comme la magie par exemple. Mais aussi les règles purement narratives. On distinguera d'ailleurs deux formes de lois, les codes et les règlements. Les codes appartiennent à un genre donné. Par exemple, l'existence de la magie est un des codes de la fantasy. Il y a des genres plus codifiés que d'autres, comme les polars et les thrillers, qui ont souvent des structures narratives assez spécifiques. Et la frontière entre un code et un cliché est parfois assez floue. Mais pas d'inquiétude, tout est une question d'utilisation. Pour simplifier à l'extrême, utiliser un code en mode clin d'œil, en mode « vous avez vu, je sais de quoi je parle », c'est pour se voir dans le cliché. De même, si vous utilisez un code juste parce qu'il le faut, vous prenez des risques. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de lire des bouquins et de mater des films du genre de ce que vous voulez écrire, et d'y chercher ces fameux codes. En prenant le temps de l'analyse, vous verrez ce qui marche moins, souvent en fonction de comment c'est utilisé. Et surtout, vous allez voir ce qui pourrait fonctionner pour votre propre histoire. Et après viennent les règlements. Ce sont les lois propres à votre récit. C'est à la fois la manière dont vous utilisez vos codes et les lois que vous créez spécifiquement pour votre histoire. Grossièrement, le code de la fantasy nous dit que la magie existe. Et vos règlements, eux, vont définir dans quelle mesure elle existe et comment est-ce qu'elle fonctionne. L'objectif derrière les lois, c'est d'avoir une idée un tant soit peu précise de comment votre monde fonctionne. Cependant, retenez que dans le cadre narratif, la fatalité n'a pas sa place. Tout ce qui arrive, arrive parce que vous le décidez. C'est pour ça que vous devez vous déterminer une ligne de conduite, aussi simple soit-elle. On va distinguer, encore, deux types de lois. Celles qui sont visibles et celles qui sont cachées. Les premières sont évidentes, elles sont souvent tacites, comme les lois de la physique dont j'ai parlé plus tôt. Les gens marchent sur le sol parce que la gravité les attire vers le bas, voilà. De même que les technologies qui en découlent sont elles aussi tacites. Cependant, les lois des évidentes incluent aussi des trucs plus spécifiques, concernant la technologie ou la magie par exemple. Pour elles, vous pourrez expliquer certaines choses, entrer dans les détails, ou garder leur fonctionnement pour vous. Ce qui compte, c'est que le lecteur en sache assez pour comprendre ce qui se passe, et de votre côté, ça va vous déterminer une ligne de conduite en délimitant un champ d'action. Le but ici, c'est clairement d'éviter les incohérences. En fait, c'est une épée à double tranchant. Plus vous allez donner des détails et des explications, et plus vous allez vous donner un sentiment de réalisme. Par contre, vous aurez moins de marge de manœuvre par la suite. A contrario, plus vous resterez vague et discret dans votre exposition, et plus vous vous garderez de la réserve. En contrepartie, pour les lecteurs, ça sera plus diffus et moins vivide. Le tout va être de trouver, pour vous et pour votre histoire, de trouver l'équilibre entre exposition et mystère. Les lois cachées fonctionnent exactement comme les premières, à la différence que vous les garderez sous le manteau pour garder un effet de style. Typiquement, si vous prenez Harry Potter, on nous explique qu'il faut agiter la baguette en prononçant la formule magique pour lancer un sort. Ça, ce sont les lois visibles. Et pourtant, dès le départ, on voit des gens lancer des sorts simplement en sortant leur baguette. Le lecteur déduira alors qu'il doit y avoir une règle supplémentaire, une loi cachée. Et plus tard, on va nous parler des sortilèges informulés. Cet exemple-là est aussi utile pour vous dire que l'auteur avisé ménage son effet. Vous n'êtes pas forcément obligé de laisser les indices, d'autant plus que si c'est mal fait, on va vous voir arriver de loin avec vos gros sabots. Mais si vous ne le faites pas, votre formidable retournement de situation, il aura un peu l'air sorti du chapeau. Et c'est pas mieux. La meilleure chose à faire, c'est de bien connaître vos règles pour pouvoir les utiliser facilement. Si vous êtes à l'aise avec votre sujet, alors vous n'aurez aucun mal à inclure les éléments nécessaires à leur bonne exposition, qu'il s'agisse des fondamentaux à l'univers ou de retournements surprise. Il faut bien voir les lois pour ce qu'elles sont, un outil qui sert à structurer le récit. Et oui les gars, la magie c'est un outil. À la fois en légitimant des trucs qui seraient normalement impossibles, la magie, les super pouvoirs, voilà, mais aussi en les encadrant pour éviter de sombrer dans n'importe quoi. L'exposition que vous en ferez, elle, déterminera l'ambiance de votre récit. Typiquement, dans le fantastique, c'est l'intervention plus ou moins brusque du paranormal dans la vie quotidienne qui saisit le lecteur. Et c'est pour garder cet effet étrange qu'on donne très peu d'explications. Bon, maintenant que j'ai bien assommé tout le monde,
peut-être que je vais songer à conclure. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse du contexte ou des lois, vous allez devoir faire des recherches. C'est un des fondamentaux de la profession. Mais avant de l'envisager comme une corvée, voyez-y quelques points positifs. Déjà, si quelque chose doit apparaître dans votre bouquin, c'est certainement que vous supportez un petit peu d'intérêt. Faire des recherches sur un sujet qui nous intéresse, c'est toujours positif. Et franchement, si un sujet ne vous intéresse pas, en tout cas au point de ne pas du tout pouvoir faire de recherche dessus, c'est peut-être pas la peine d'écrire un passage dessus. En prime, apprendre des trucs va vous donner plus d'idées. Au fur et à mesure que vous allez répondre à des questions, de nouvelles vont se poser. Et vous allez certainement vous ouvrir de nouvelles portes pour du développement de personnages ou des éléments d'intrigue. En farfouillant dans l'histoire, avec un grand H, on trouve toujours des anecdotes intéressantes qui peuvent nourrir un chapitre, voire une histoire complète. Relax. L'idée, c'est juste d'avoir une idée globale de votre univers, qu'il s'agisse du contexte pour bien vous situer, ou des lois pour ne pas partir en couille. Plus vous allez anticiper, moins vous serez pris au dépourvu en cours d'écriture. Et c'est vraiment casse-couille d'arriver à un point du récit et de se rendre compte qu'il nous manque un élément clé, ou pire, qu'on a conçu toute une partie du plot sur un truc complètement incohérent. Alors après, vous torturez pas trop non plus. La licence artistique nous autorise une certaine largesse, mais toujours dans les limites du raisonnable. Et surtout, pas d'excès. Malgré tous vos efforts, vous allez certainement avoir des vides à combler en cours d'écriture, alors ne cherchez pas à être exhaustif. Ça ne va pas vous empêcher d'écrire. Une aventure sans fondement peut toujours plaire. Un monde sans aventure, ça n'intéresse personne. C'est parti. Et tant qu'on y est, il faut que je vous parle des différents niveaux de diégèse, à savoir intradiégétique, extradiégétique et hypodiégétique. Hypodiégétique,